Des influences, il y en a toujours, conscientes ou inconscientes, mais on ne peut évoquer que les influences conscientes. Donc, parmi les auteurs mauriciens dont mes écrits pourraient porter l'empreinte, je commencerai par citer Jean-Claude Lavoine, qui n'est pas très connu à Maurice et quasiment inconnu à l'étranger, pour cause, il n'a jamais été édité. De son œuvre maîtresse, La Cité fondamentale, ne sont connus que les rares extraits publiés dans la revue L'Étoile et la Clé. Oui, Jean-Claude Lavoine, que je citerai en premier pour l'ampleur de son propos, l'ambition de son propos, la dimension ésotérique et énigmatique de son œuvre. Je citerai également Raymond Charles, qui a très bien connu Jean-Claude Lavoine, puisqu'ils ont fondé ensemble la revue L'Étoile et la Clé en Belgique, il y a une trentaine d'années à peu près. Et Raymond Charles est un peu un précurseur, grâce à sa quête formelle, à ses audaces formelles. Et puis il y a également l'incontournable Malcolm de Chazal, qui savait si bien dire l'évidence cachée des choses. Pour les étrangers, eh bien, je commencerai par mentionner, c'est pas très original, Rimbaud et Baudelaire. L'un pour sa vision et sa lucidité, l'autre pour sa fougue et sa passion. Il y a également, plus près de nous, Boris Vian et Raymond Queneau et Jacques Prévert, qui m'ont fortement marqué par leur esprit et leur impertinence. Et puis, bon, il y a les surréalistes, la bande des quatre, comme je les appelle, Breton, Aragon, Éluard et Zara. Et puis, bon, pour terminer, je citerai en vrac quelques grands maîtres de la poésie traditionnelle japonaise, du haïku, Onitsura, Kobayashi Issa, le moine Ryokan, et également quelques poètes soufis tels que Yunus Emre et Jalaluddin Rumi. Je suis né et j'ai passé pratiquement toute ma vie, en somme, dans le quartier où nous nous trouvons. Je suis à la route royale, à Beaubassin. C'est un quartier, comme vous avez pu vous en rendre compte, relativement vivant et même bruyant. Bon, esthétiquement, il y a pire, mais il y a mieux aussi, sans doute. Hein. Pas mal de bâtiments demanderaient quelques coups de pinceau. Mais c'est un quartier auquel je suis très attaché pour deux raisons, en fait. La première, elle tombe sous le sens. Je l'ai dit, j'ai passé pratiquement toute ma vie dans ce quartier, donc j'y ai beaucoup de souvenirs. À l'époque, quand j'étais enfant, les hauts lieux du quartier, c'était ce qu'on appelle les tabagies. C'est des endroits où l'on vend toutes sortes de pâtisseries, de friandises locales, où l'on peut faire une partie de baby-foot, une partie de jukebox, enfin jukebox de flipper, ou mettre une pièce dans le jukebox, où les passants peuvent s'arrêter pour prendre, non pas une tasse, mais un verre de thé. Donc oui, avec mes petits copains de cette époque, on y était fourrés matin, midi et soir, aux grandes dames de nos parents. Mais bon, on faisait peu de cas des reproches qu'on pouvait subir. Et oui, je suis attaché à ce quartier également, bon, parce que faut croire que je suis un vrai citadin. Les bruits de la ville, les rumeurs de la ville me sont indispensables. Il m'arrive souvent de passer mes vacances à l'île Rodrigue, qui est une dépendance de Maurice. J'y ai mes habitudes dans deux hôtels, le Cotton Bay et l'Ebony Mourouk. Deux havres de sérénité, de tranquillité, de paix, de silence. Les premiers jours, c'est le paradis. Je me dis que je ne rentrerai jamais, mais très vite, au bout d'une semaine, eh bien, mon quartier me manque. Les bruits de la ville me manquent. Les bruits de moteur, les coups de klaxon, les éclats de voix des passants
Voilà, je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer, c'est de réintégrer mon quartier. Donc oui, il y a... Je ne dis pas que je ne quitterai jamais ce quartier, bon, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais si jamais je devais le quitter un jour, ça serait avec beaucoup de regrets, bien sûr. Nos souvenirs sont essentiellement des souvenirs d'enfance, heureusement. En fait, oui, il y a un souvenir qui se détacherait du reste. Je devais avoir 9-10 ans. Je suis tombé sur un certain nombre de documents ayant appartenu à mon grand-père paternel. Documents qui consistaient essentiellement des lettres et photos. Alors, mon grand-père s'était engagé dans l'armée britannique en 1940. Il avait été envoyé, comme beaucoup de Mauriciens, en Égypte, au sein du Pioneer Corps. Il a participé, comme beaucoup de compatriotes, aux offensives de Montgomery, le général anglais, contre le renard du désert romain. Et là, en parcourant ces documents, je me suis rendu compte que mon grand-père avait eu une existence aux antipodes de la mienne. Une vie d'aventure. J'étais bien jeune, mais déjà j'étais passionné d'histoire. Et là, en parcourant ces documents, je me suis rendu compte, oui, que mon grand-père, lui, à son modeste niveau, avait contribué à faire l'histoire. Et l'enfant que j'étais a été fortement marqué par cela. Dans les semaines, les mois qui ont suivi, je ne suis plus à imaginer ce qu'avait pu être sa vie. Et là, il faut croire que mon imagination s'en est trouvée défrichée. Et quelque temps après, m'a saisi le besoin, l'envie, le désir d'écrire. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai commencé. Je pense que ça, c'est un souvenir particulièrement marquant parce que sans cela, sans la découverte de ces documents, de ces photos, sans ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, sans ce qui est arrivé, j'aurais sans doute commencé à écrire bien plus tard. Donc j'y repense souvent avec émotion et je pense que oui, parmi tous les souvenirs, parce qu'il y en a pas mal, hein, parce que je suis plus si jeune, donc il y en a un qui se détache nettement, c'est celui-là. Le souvenir de la découverte de ces documents et de ce qui s'en est suivi. L'école, en fait, un souvenir marquant, difficile, hein, difficile, parce qu'il y en a beaucoup, comme je vous dis, mais il n'y en a aucun qui s'impose véritablement. Souvenir d'école. En fait, mon école, ça a été un petit peu, ça a été ça. Ça a été certaines choses comme ça qui ont défini ma personnalité et, j'allais dire ma carrière, c'est un bien grand mot, mais voilà. Bon, je vais parler essentiellement de la poésie. Pour moi, la poésie, c'est un langage. Un langage qui s'adresse non pas à l'intellect, en tout cas dans le sens de sa racine latine, hein, qui signifie faculté de comprendre, donc non pas à l'intellect, mais à l'imaginaire. C'est un langage qui va stimuler notre imaginaire dans le sens de quelques émotions, de quelques visions, de quelques conceptions. Dans le cas de ma poésie, dans le sens d'une certaine conception de l'humain, du divin, de l'être et de l'univers. On retrouve cela déjà dans mon premier recueil, Surenchère, qui a été publié il y a plus de 9 ans maintenant. Et on retrouvera encore cela dans le prochain recueil, qui devrait sortir au mois d'octobre de cette année aux éditions Aquaria à Paris, et qui aura pour titre « Soluble dans l'œil ». Alors, pourquoi soluble dans l'œil? Parce que il me semble que le monde, l'univers est soluble dans l'œil du poète. Que le poète a la faculté, par son regard, de dissoudre le monde qui l'entoure pour le reconstituer tel qu'il le ressent. Et le monde ainsi reconstitué n'est plus un monde qui nous toise, qui nous domine, qui nous écrase.
c'est un monde, j'allais dire, ramené à hauteur d'homme. Un monde que l'on peut considérer les yeux dans les yeux, que l'on peut tutoyer. Une façon, je pense, d'appréhender ce qui nous échappe, de conjurer la peur de ce monde si vaste, si mystérieux. Alors pour ce qui est du théâtre, puisque j'écris également des pièces de théâtre, il me semble qu'une pièce de théâtre est un miroir que le dramaturge tend à ses semblables. Quand j'écris une pièce de théâtre, j'essaie d'interroger, d'interpeller mes semblables sur eux-mêmes. Je me questionne et je les questionne par la même occasion, sur eux-mêmes, sur nous-mêmes. Je n'apporte pas de réponse dans mes pièces. Je me contente en fait d'interroger le lecteur ou le spectateur éventuellement si la pièce est jouée. Je n'aime pas en fait répondre à des questions que personne ne m'a posées. Je trouve cela extrêmement prétentieux. Je me contente d'interroger. Parce que c'est plus juste, parce que c'est plus modeste, et parce que c'est plus efficace littérairement. Lorsque vous vous contentez d'interroger votre lecteur, votre spectateur, chaque spectateur est libre d'apporter sa réponse. Et du coup, la portée de l'œuvre est infinie. Donc voilà, ma première pièce a pour titre Un septembre noir. Elle a été publiée là aussi il y a une dizaine d'années. Et ma dernière pièce sera publiée dans quelques temps dans la revue que Barlen Piamputu édite et qui a pour titre L'Atelier d'écriture. C'est une pièce courte qui fait une cinquantaine de pages. Sur scène, ça représente à peu près 45 minutes, j'imagine. Donc voilà. Voilà pour la poésie, voilà pour le théâtre, en gros. Je suis né sur une île. J'ai passé pratiquement toute ma vie sur une île. Je vis actuellement sur une île, donc par définition, oui, je suis un insulaire. Maintenant, au-delà de la définition, qu'est-ce qu'un insulaire? Qu'est-ce qui caractérise l'insulaire? Eh bien, je dirais que c'est un certain sentiment d'enfermement, de confinement, d'exiguïté. Alors, est-ce que, de ce point de vue, je suis un insulaire, je me sens insulaire? En gros, est-ce que je me sens à l'étroit dans mon île? Oui et non. Intellectuellement, pas vraiment. Parce que je pense que j'ai toujours su aménager des lucarnes, des fenêtres, des passerelles sur le monde. À 13-14 ans déjà, je disposais d'une bibliothèque relativement bien fournie. J'avais la chance d'avoir la radio et la télévision dans ma chambre. Dans un rayon de 2 km autour de ma maison, il devait y avoir 6 ou 7 cinémas, ce qui n'est plus le cas maintenant malheureusement. Donc autant de lucarnes, autant de fenêtres sur le monde. Donc intellectuellement, je ne me suis jamais vraiment senti à l'étroit, mais physiquement, je dois avouer que oui, il m'arrive parfois de me sentir un peu comme un lion en cage. Et je pense que c'est là qu'il faut chercher mon insularité et son influence sur ma personnalité et mes écrits. Vous savez, l'exiguïté physique, donc, est éminemment propice dans un pays, dans une île comme Maurice, multiculturelle, multiethnique, multiraciale, multiconfessionnelle. L'exiguïté est propice, particulièrement propice aux concessions et à la tolérance. Lorsque toutes les races du monde, pratiquement toutes les religions du monde se retrouvent sur un territoire excédant à peine le millier de kilomètres carrés, eh bien on est fatalement amené à faire des concessions, les uns par rapport aux autres, à être tolérants les uns vis-à-vis des autres, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Parce que sans cela, la vie n'est pas possible. La vie n'est pas possible sans cela. On est obligé de faire des concessions,
d'être tolérants les uns envers les autres. Et je pense que l'harmonie relative que l'on trouve à Maurice, dont l'étranger peut être témoin ici à Maurice, relève quelque part de cela. Le Mauricien, dans son insularité, à cause de ce sentiment de confinement, d'enfermement, eh bien, est amené à faire preuve de tolérance. Et en tant que Mauricien, je pense que, j'espère, que je ne fais pas exception à la règle. Et autre chose, je pense que l'insularité, l'exiguïté, ce sentiment de confinement et d'enfermement favorise l'ouverture au monde. Le Mauricien est un grand voyageur. Le Mauricien aime voyager quand il peut se le permettre. Et quand je dis voyager, il ne s'agit pas uniquement de faire du tourisme. Ça peut être cela. Mais il peut également être question d'aller planter son drapeau ailleurs et d'y faire son trou. Dans tous les lieux que j'ai visités jusqu'à présent, j'ai croisé des Mauriciens, même dans les lieux les plus improbables. J'ai croisé des Mauriciens dans les rues de Cordoue en Espagne, j'ai croisé des Mauriciens à Lisbonne, au Portugal, et récemment j'ai croisé un Mauricien, un bagagiste à l'aéroport d'Hyderabad en Inde. Hyderabad, c'est pas Bombay, c'est pas New Delhi, je dis pas que c'est un trou, mais quand même, voilà, un Mauricien traîné par là. On m'a parlé, on m'a dit qu'il y aurait une forte communauté mauricienne à Palerme, en Sicile. On m'a parlé d'un Mauricien qui élèverait des rennes en Laponie. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui me font dire que oui, le Mauricien aime voyager. Le Mauricien n'a pas peur du monde, il aime le monde. Il aime à s'y mouvoir librement, à l'explorer, à le prendre à bras-le-corps. Le Mauricien aime voyager. Lorsqu'on vit, lorsqu'on évolue dans un espace particulièrement limité, on aime l'ailleurs. On aime l'ailleurs. Et je pense que ce n'est pas un hasard si les pièces que j'ai pu écrire jusqu'à présent sont toutes situées ailleurs, justement. À Paris, en Russie, à Bagdad. Je pense que ça fait écho à cet attrait que le Mauricien ressent pour l'ailleurs, pour le monde. Donc oui, insulaire, de par ce sentiment d'enfermement, de confinement, que moi, comme beaucoup de Mauriciens, peuvent ressentir, et qui les amène à faire preuve de tolérance, à être ouvert sur le monde. Oui, un insulaire en ce sens-là, définitivement.